Ce webinaire fait partie de la série 2024 et fait partie de notre campagne de communication Atteindre un meilleur lait ensemble. Chez Vetoquinol, on veut travailler main dans la main avec nos partenaires pour obtenir plus pour les vétérinaires, les exploitants, les vaches et les consommateurs. Donc, une meilleure qualité de vie et aussi une durabilité de la production de lait. Au-delà des produits, nous cherchons à fournir des solutions pour vous aider à résoudre vos défis, donc pour les traitements et des protocoles qui soient convenables aux objectifs et aussi avec des outils euh, de, de prévention et aussi avec des services de données. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui est l'épidémiologie des mammites bovines. Notre orateur, le professeur Inte Schuken, est le directeur de Royal GD aux Pays-Bas et professeur de gestion de la santé des animaux d'élevage à l'université de Wageningen et aussi professeur des programmes de contrôle des maladies des animaux d'élevage à l'école vétérinaire de l'université d'Utrecht. L'approche de recherche du docteur Schocken est basée sur la compréhension de l'épidémiologie et de la pathobiologie des maladies et de la dynamique des maladies infectieuses dans les populations animales. Et il a travaillé pendant de nombreuses années au Quality Milk Production Services, donc service de production de qualité de lait de l'Université de Cornell aux États-Unis. En tant qu'expert de la mamite bovine et des maladies infectieuses, il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées. Inter a également été consultant dans de nombreuses exploitations laitières à travers le monde et a donné des cours à des groupes de vétérinaires, d'agriculteurs et d'étudiants. Inte, vous avez la parole. Merci Stéphane, merci de cette présentation. Oui, je suis très heureux de cette opportunité de parler avec vous aujourd'hui des nouveaux développements pour ce qui est de la mamite bovine et je vais donc maintenant partager mon écran. Je pense que maintenant vous pouvez voir mon écran. Oui, tout est bien et aussi le pointeur. Comme je disais, je suis très impatient de partager avec vous les derniers développements de mammites bovines, notamment, mais surtout dans l'épidémiologie des infections intra-mammaires. Je vais partager des recherches de plusieurs personnes et nous avons de nouvelles opportunités en tant que praticiens vétérinaires et dans le monde de la science. Et j'espère que vous aurez reconnu ce fait à la fin de la présentation. Quand je parle d'essayer, d'améliorer la santé mammaire. Quand je vais dans les exploitations, je regarde 3 domaines. Le premier, c'est quel est le risque, d'infection. Les vaches sont toujours exposées aux bactéries, mais quel est le risque qu'elles s'infectent et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors d'abord, on peut regarder, l'hygiène et la gestion des bâtiments. Il y a aussi la disposition. Il y a des, vaches qui sont entourées de bactéries, mais qui n'ont pas d'infection à long terme. Deuxième point, essayer de réduire la durée des infections intramammaires et il y a 2 outils pour cela, les traitements des infections existantes que l'on connaît et aussi l'abattage de vaches ou d'une partie. Et troisième composante, c'est réduire le risque de transmission. Il y a des vaches infectées et qui contaminent par les gobelets trayeurs. D'autres vaches peuvent être infectées. Donc, prévenir l'infection aux autres vaches est important. Et là, il faut regarder la biosécurité et les procédures de traite. Donc, il y a 7 domaines en tout où on peut porter notre attention en termes de santé pour les animaux. Et ce sont ces 7 composantes que vous voyez à l'écran. Et moi, je vais regarder certains points dans
ces composantes. Première chose que je vais évoquer, c'est la transmission surtout. Celui-ci que je montre avec le pointeur, comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de transmissions entre les vaches, notamment avec les procédures et les systèmes de traite. Mais aussi, première chose, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on a une transmission? Et à l'heure actuelle, pour ce fait, nous avons de bons outils diagnostiques modernes à disposition et je vous en reparlerai. D'abord, un petit peu de termes. Il y a les bactéries environnementales, donc par exemple les bactéries coliformes et les espèces Streptocoques non Agalactiae, comme Discolactiae. Et ce que l'on a appris, et le NMC, le Conseil national de ce sujet, a dit que la source primaire des pathogènes environnementaux, c'est l'environnement dans lequel vivent les vaches. Donc, il y a des bactéries de l'environnement qui causent une infection. Et il y a aussi des bactéries contagieuses comme le Streptococcus doré, Agalactiae ou les Mycoplasma. Et ce sont donc des bactéries, des organismes contagieux qui vont de vache en vache. Les organismes contagieux sont adaptés à survivre et à croître dans les glandes mammaires et causent fréquemment des infections qui durent longtemps. Et la glande infectée est la source principale de ces organismes et il y a une transmission qui passe de vache à vache, donc de membre à membre. Et voilà donc les termes entre environnementaux et contagieux. Et on connaît par exemple l'E. coli, qui est environnemental, ou par exemple les contagieux comme les streptocoques dorés ou Agalactiae. Alors, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas encore toute l'histoire complète. Si on regarde les concepts de contagieux et environnementaux, ça veut dire que si une vache est infectée, eh bien, elle infecte la vache suivante et qui infecte la vache suivante. Et on s'attendrait, si on regarde donc dans ce cas-là les bactéries en détail, les bactéries qui passent d'une vache à l'autre sont les mêmes qui vont d'une vache à l'autre. Donc je reprends, si on prend des bactéries de la première glande mammaire, de la deuxième glande mammaire, la troisième glande mammaire, on a des motifs génétiques identiques. C'est la même souche. Mais au contraire, lorsqu'on a une infection environnementale, il y a tellement de bactéries dans l'environnement qu'on peut s'attendre à ce que chaque vache avec une mastite aura une souche différente. Par exemple, celle-ci la B, celle-ci la C, celle-ci la D. Et ces souches ne bougent pas d'une vache à l'autre, elles viennent de l'environnement vers la vache. Donc, l'identification des souches, le typage des souches va nous indiquer si on a différentes souches dans chaque animal infecté. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, on a de bons outils moléculaires disponibles qui ressemblent un peu à ça. Alors voici un motif d'ADN. On voit l'ADN d'une bactérie et qui est extrait et qui est coupé en petits morceaux, donc des petits morceaux de génome. Et si les bactéries sont différentes, s'il y a différentes souches pour chaque infection, on verra que les motifs génétiques ne sont pas les mêmes. Ici, on a par exemple 3 souches, 1, 2 et 3. Et chacune de ces souches est différente. Ici, on voit qu'on a un indice qui n'est pas ici, et là, à l'inverse, qui est ici, mais pas ici. Ici, on voit quelques similitudes, mais la plupart sont différents. Donc, si on regarde tout le motif, ce sont des sources et des souches différentes. Donc, par exemple, ici, on a un streptocoque uberis, mais chaque vache est infectée par une souche différente. Donc, c'est le concept classique d'une infection environnementale. Cependant, on peut aussi avoir le Streptococcus uberis, mais ici, on a regardé 9 cas de mammites et avec les mêmes souches. Donc, on a les mêmes informations d'ADN entre ces souches. Donc, si on voit ce genre de choses dans une exploitation,
on voit que Streptococcus uberis, normalement, est environnemental. C'est une souche par vache, mais dans certains cas, pour certaines raisons, et j'y reviendrai plus tard, ce streptocoque peut aussi se transmettre entre les vaches. Donc maintenant, on a une épidémie d'une seule souche de Streptococcus uberis et qui a causé toutes ces infections. Et bien sûr, la clé maintenant, c'est que l'approche à ces 2 troupeaux, c'est-à-dire à ces 2 motifs d'infection, l'approche sera complètement différente. Et la première, c'est une infection environnementale. Donc ici, il faut regarder la disposition des vaches, la susceptibilité et l'hygiène. Et pour une épidémie clonale d'une seule souche, là, on va regarder les composantes de transmission surtout. Quelles sont les procédures de traite, etc. Donc, si on a cette information, c'est essentiel pour faire la bonne chose à faire sur l'exploitation. D'autres exemples, voici un streptocoque doré. Et vous voyez ici que toutes les souches sont identiques. C'est ce à quoi on s'attend avec ce streptocoque. C'est plutôt un organisme contagieux qui va d'animal en animal. Donc, on s'attendrait à ce que la plupart des souches soient identiques. Et dans cette exploitation, il y avait beaucoup de souches A et 2 vaches qui avaient été infectées avec la souche B. Mais là aussi, on a une différente exploitation et je la connais. Et c'est une exploitation, ils sont très précis dans les procédures de traite et sont très stricts en termes de diagnostic. Chaque vache sera séparée s'il y a une détection d'infection. Et ici, on voit que tous les cas d'infection sont des souches différentes. Donc ici, c'est un motif plus environnemental. Si ils veulent faire quelque chose, eh bien, il faut réduire l'exposition au streptocoque doré. Par exemple, en ayant des gants pour, ceux qui s'occupent de la traite. Souvent, c'est transmis par les mains humaines et les gants peuvent aider dans ce cas-là. Et dans le cadre du système précédent de contagion, là, on essaie plutôt d'identifier les vaches qui, exécrètent beaucoup de pathogènes, qui contaminent les autres. Il faut les séparer et les traiter. Et ici, on a une approche complètement différente lorsque c'est environnemental. Autre exemple qui est assez logique à voir, c'est une exploitation avec beaucoup de cas d'E. coli et là, on voit encore une fois que chaque souche est différente. Donc, c'est clairement un organisme environnemental et c'est le cas auquel pourrait s'attendre. Mais sur certaines exploitations, on voit des motifs différents. Dans ce cas ici, on voit que chaque bloc ici est une vache. Et donc, on voit ici qu'il y a 2 cas, 3 cas, etc. Donc, on a des infections à long terme d'E. coli sur le même animal et on voit que ces infections se transmettent de vache à vache. Donc, ce qui est classique à faire avec un cas d'E. coli, c'est d'améliorer l'hygiène et de nettoyer avant et après la traite pour qu'il y ait moins d'exposition, par exemple au fumier. Mais dans certains cas, on voit ce genre de motif où c'est plutôt une seule souche, ou en tout cas quelques souches dominantes sur l'exploitation qui montrent qu'il y a une transmission entre les vaches. Autre domaine où on peut voir ce genre d'idée, c'est avec le streptocoque Agalactiae. C'est un exemple du Danemark où ils ont identifié de plus en plus de cas de la Galactiae. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. On voit une résurrection de ce streptocoque Agalactiae. Et dans la situation danoise, ils ont trouvé 2 ou 3 types de souches principales et on sait que ces souches sont spécifiques aux bovins. Donc ça se transmet facilement entre les vaches. Alors que pour ces autres souches que je montre avec le pointeur, elles sont plus communes pour les humains, donc de GBS, donc de streptocoque de groupe B, voilà, la galactie des humains. Et ici, on a plus des infections individuelles.
il est possible que ces infections soient transmises par les humains aux vaches. 25% environ des personnes portent ces streptocoques de groupe B, c'est GBS en anglais, et s'ils ne font pas attention, même s'ils font attention, on peut toujours les transmettre aux vaches. Et si on voit des cas uniques d'Agalactia dans un troupeau de vaches qui ne se transmettent pas aux autres, ça peut être le cas. Alors que pour cette souche ici, ces trois souches-ci, il y a une transmission forte entre les vaches, ou alors on peut le voir ici en bas entre les troupeaux, la transmission est plus probable. Ici, ils ont calculé les statistiques des cas et plus ça se rapproche de la ligne horizontale, plus c'est probable que ce soit un événement vraiment au hasard. Donc, il y a une ferme dans le nord, dans le sud, dans l'est du pays. Mais si on est plus vers cette ligne horizontale, plus éloigné de cette ligne horizontale, alors on voit que c'est en dehors de cette zone de confiance. Donc, on peut penser que c'est une situation de cluster plutôt. Ici, ça sera le type 1 que vous avez vu tout à gauche là. Ensuite, là, c'est le type de souche 23. Et ici, c'est le 103, donc qui est spécifique aux bovins. Et comme vous pouvez le voir, on voit ce clustering c'est-à-dire regroupement de fermes qui ont ces infections. Donc ça peut être au sein d'une ferme, mais aussi entre les fermes. Alors que pour les deux autres types, ce sont plus des cas individuels. Le concept de transmission est donc très important et je crois que ce qui est très excitant maintenant, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est que nous avons les outils pour faire la distinction entre l'infection ou même le comportement environnemental ou contagieux. Donc, il y a le nom de de l'espèce qui est important, pardon, mais il y a aussi son comportement, par exemple comme l'E. coli ou le Streptocoque agalactiae. Donc ici, on peut parler de procédures de traitement et un bon diagnostic. Et les développements de méthodes de diagnostic sont les suivants pour les bactéries. Euh, D'abord, on a le MALDI-TOF, donc qui est avec une base d'acides aminés et qui identifie les espèces de bactéries. Et je vous montrerai des exemples. Ensuite, on a la spectroscopie infrarouge à transformer Fourier. Donc, c'est un système basé sur les hydrates de carbone et c'est surtout pour l'identification des souches. Donc, les exemples que je vous ai montrés pour certaines exploitations où on peut vraiment avoir ces bonnes détections avec ce système. Et aussi un autre système plus complexe qui est le séquençage du génome entier. Donc, on regarde chaque base du génome de la bactérie et sur le séquençage, on peut dire, selon le séquençage, on peut dire si c'est la même souche ou une autre souche. Et le séquençage du génome en entier, c'était une technique compliquée, mais maintenant nous avons des systèmes plus simples. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est le séquenceur, ce que je vous montre là, avec la main d'une personne. Et c'est aussi large qu'un téléphone portable. Et c'est un système nanoporté. Et en termes de coût, c'est aussi euh, beaucoup plus accessible. Donc, on peut avoir une image complète de tout le génome des bactéries. Et tous ces développements font que les praticiens ont plus d'accès à des informations précises sur les bactéries. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, une des choses que nous avons appris du Malditoff, c'est que on peut mieux comprendre les coagulations. Ici, on voit le CNS, donc c'est un streptocoque CNS. Et donc, nous avons identifié les dorés, les non dorés. Donc, ça s'appelle les staphylocoques négatifs. Nous avons environ ici 20 staphylocoques
qui sont identifiés par le Malditoff. Et maintenant, nous savons que ce sont ces 3-là que je montre en bas qui sont les staphylocoques, à coagulation négative, notamment, celui qui s'appelle chromogène, en bleu ici. Vous voyez les barres bleues, c'est, heu, le staphylocoque, CNS, dominant. Ils sont un peu moins pathogènes comparés aux staphylocoques, dorés, mais ils peuvent avoir beaucoup de résistance antimicrobienne. Donc ils ont toujours un impact sur le comptage somatique cellulaire des, animaux et si on a l'information, de par exemple qu'on a beaucoup de staphylocoques chromogènes ou que l'on a par exemple ici, d'autres espèces comme le Xylosus qui est beaucoup moins pathogène, alors ça nous aide beaucoup. Le Malditoff nous aide pour ces, Staphylococcus CNS et aussi pour les autres espèces de streptocoques où on comprend encore mieux, tous les streptocoques. Alors le deuxième équipement que je vous ai montré, le d'infrarouge, biotypage, alors on utilise un arbre génétique et on peut identifier si les souches sont virtuellement identiques, si, elles sont génétiquement très proches donc ou si elles sont différentes. Et dans ce cas, c'est une farm d'animaux laitiers avec, 3 types, de Klebsiella. Donc ici, on voit que c'est une souche différente, deuxième souche, la B et troisième souche. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est la souche A qui a causé de nombreuses infections et il y a une glande mammaire infectée et le reste vient de l'environnement. Donc, il semblerait que ce soit une souche environnementale. Mais pour cette deuxième, ici, il y a beaucoup d'animaux infectés et 4 donc animaux, 4 vaches et ça peut se trouver à la fois dans l'environnement et dans le fumier, dans le purin des vaches. Et on sait que c'est souvent le cas pour les Klebsiella. Elles sont dans le fumier et elles infectent les vaches et ici, on le voit donc pour 4 animaux infectés où on voit qu'il y a une transmission entre les glandes. Et ensuite la souche C qui ressemble plutôt à une souche environnementale. En ce qui concerne, ces tests, il faut d'abord avoir une culture, des bactéries et pour le biotypage, c'est à peu près le même coût que la culture. Donc, ces outils sont beaucoup plus accessibles, pour le travail au quotidien dans les exploitations. En utilisant ces outils, on comprend bien mieux, ce qui se passe réellement dans la ferme. Dernier équipement que je vous ai montré, c'est le séquenceur qui nous fournit des informations encore plus détaillées. Alors ce n'est pas utilisé vraiment en pratique, mais on peut toujours apprendre beaucoup. Voici une étude, menée par une de mes étudiantes en thèse. On voit toutes les, souches indiquées ici et leurs séquences. Et ici, on a les facteurs de virulence, donc les caractéristiques de pathogénicité. S'il y a un gène spécifique qui est présent, par exemple, ce gène est présent dans cette souche, mais pas ici, mais ici oui. Et ce gène n'est pas présent dans tous ces cas, mais il est bien présent dans quelques cas que vous voyez ici plus en bas. Donc, toute cette pathogénicité est indiquée et c'est à voir avec les gènes de résistance antimicrobienne. Il y a aussi différentes souches. On utilise encore une fois le même arbre génétique. Donc, vous voyez la première souche, la deuxième, la troisième. Et certaines souches ont des facteurs de virulence, mais n'ont pas de résistance antimicrobienne. Alors que d'autres souches, comme par exemple celle-ci, la X, a beaucoup de pathogénicité
de virulence donc, mais et aussi de la résistance antimicrobienne. Et la numéro 4 encore plus. Il y a aussi beaucoup de présence de résistance antimicrobienne. Donc il y a des souches qui sont plus amènes à attirer la résistance antimicrobienne. Et si on a cette connaissance, eh bien, on peut mieux comprendre la biologie, l'infection de ces souches. Dernier outil diagnostique que nous commençons à voir également, les anticorps, même dans le lait en vrac, comme on le voit ici dans cet article, ou alors dans le lait d'une vache. Et ici, pour le Mycoplasma bovis, c'est intéressant parce que ce n'est pas facile à cultiver comme bactérie. Et voici des données de la Suède, ici de l'Irlande. Et dans les deux cas, ce que l'on voit ici en rouge foncé, cela veut dire qu'il y a une présence de bactéries. Donc, plus c'est foncé, plus il y a de présence de bactéries dans les grands troupeaux. Donc, vous voyez que c'est plutôt les grands troupeaux qui ont cette bactérie Mycoplasma bovis. Et pour une bactérie, pour qu'elle survive, il faut avoir un certain montant d'animaux. Et les grandes exploitations sont plus sensibles à ces transmissions. Et aussi, on voit que dans les données irlandaises, la taille du troupeau est aussi un facteur de risque important pour l'infection. Et on voit aussi les voisins qui sont affectés. Et ça aussi, c'est un risque d'infection. Et donc, on voit que les caractéristiques de transmission sont très importantes pour le Mycoplasma bovis. Alors, je vais, moi, avoir des exploitations. Et si on regarde plus les choses en détail avec ces nouveaux outils, on en apprend beaucoup et on peut utiliser des méthodes plus précises et cela vous aide à avoir le meilleur programme de prévention. Comme je l'ai dit avant, mmh, 3 composantes à regarder, c'est la durée de l'infection et en utilisant les traitements, on peut bien sûr réduire la durée. Les traitements ont 2 effets essentiels que je résume ici. D'abord, il y a l'effet direct du traitement, donc on traite une vache et cette vache guérit, effet direct, mais il y a aussi l'effet indirect, et c'est-à-dire que si on traite une vache, eh bien, elle ne contamine plus les autres. Donc les autres vaches de l'exploitation sont plus protégées. Donc les traitements ont 2 composantes, l'effet direct et l'effet indirect. Et nous utilisons des méthodes mathématiques en parlant donc de ce modèle d'infection. On regarde la modélisation des vaches qui ne sont pas infectées, qui ont ensuite une infection à court terme au départ. Ensuite, si l'infection dure, c'est une infection persistante à long terme. Et ensuite, si les animaux sont traités, soit les animaux qui ont une infection à court terme ou à long terme, on a des animaux guéris. Bien sûr, les animaux guéris peuvent être réinfectés et tout le cycle recommence. Donc, en utilisant ce modèle assez simple, on a pu montrer que les traitements ont ces 2 composantes justement. Mais cela dépend de la capacité de transmission. Ça veut dire à quel point est-ce que c'est probable que les infections existantes créent de nouvelles infections, soit ici, soit de la réinfection. Et en fait, cette composante de transmission est extrêmement importante. C'est ce que l'on montre dans ce graphique. Donc, s'il y a très peu de transmission, le traitement a un effet direct et traite les vaches infectées et amène à la guérison. S'il y a un peu de transmission dans l'exploitation, alors le traitement aussi aide à réduire les nouvelles infections. C'est l'effet indirect. Et donc, on voit qu'il y a une efficacité générale sur l'exploitation qui double. Si on traite les vaches sur l'exploitation, on peut avoir l'effet direct.
Mais si la transmission est très élevée, qu'il y a beaucoup de vaches infectées, le traitement est de moins en moins utile. Les vaches peuvent être traitées, mais elles sont immédiatement réinfectées. Et donc, sur l'exploitation elle-même, l'effet total du traitement, diminue. La leçon à apprendre ici, c'est que nous savons que la transmission est vraiment cruciale. C'est l'un des effets importants dont j'ai parlé au départ. Cela a un impact aussi sur l'efficacité de traitement du troupeau. Donc, on a le paramètre de transmission en bas ici et ici, on va voir si, le traitement est efficace ou pas pour limiter, les problèmes d'infection dans le troupeau. On a beaucoup de bonnes études, heureusement, sur les traitements qui comparent les traitements par rapport à des, troubles de contrôle ou à d'autres procédures. Un article intéressant qui est sorti récemment, c'est une étude sur comment les animaux sont traités dans différents pays. Je ne vais pas passer tout le tableau en revue, mais c'est surprenant de voir que dans les différents pays, il y a différents régimes de traitement, même si nous avons, des communautés scientifiques internationales et des articles scientifiques internationaux, on a des utilisations spécifiques des traitements par pays. Donc, heu, en fonction du pays où vous êtes, vous verrez, certainement les caractéristiques, spécifiques des traitements par pays. Troisième composante que je voudrais évoquer maintenant et la dernière, c'est la susceptibilité, la disposition, à mammites. On a donc parlé déjà de la transmission, des traitements, avec la durée et maintenant je veux parler de diminuer le risque de l'infection. D'abord, il y a le composante immunitaire, la composante innée, c'est-à-dire l'anatomie, le système cellulaire, bactériel et il y a aussi les composantes d'adaptation, donc la mémoire, anticorps, l'immunité, dépendant des anticorps des, animaux. On va regarder ces 2 composantes. Pour l'immunité innée, il y a et la le ou du pis de la vache. On sait qu'il y en a qui sont très, durs et s'ils sont très durs, ils ont beaucoup plus de risques d'infection. C'est une étude menée par un groupe de Bristol qui montre qu'avec, ces, pies, de mauvaise qualité, ils auront, vraiment encore plus de probabilité d'avoir des infections et notamment avec les, treilleuses. Autre composante, c'est la probabilité, d'infection pendant la période de tarissement et aussi la production laitière pendant le tarissement. C'est un bon facteur de prédiction pour les, infections intra-mammaires. Donc plus il y a de production laitière, plus, l'infection sera probable. Peut-être que, par exemple, le pis n'est pas bien fermé, que les bactéries rentrent plus. Peut-être qu'il y a des fuites, de lait. Donc réduire la production laitière est un moyen très efficace, d'améliorer donc cette période de tarissement et aussi on a la lactoferrine qui fixe le fer libre et qui est utilisée d'ailleurs par les bactéries pour se multiplier. Donc améliorer lactoferrine, une augmentation rapide de lactoferrine peut réduire aussi les infections intramammaires. Il y a par exemple pour ce faire un inhibiteur de prolactine. Bon, c'est un produit un peu théorique maintenant parce que ce n'est plus sur le marché, mais c'est un produit qui inhibite, la prolactine et qui augmente la lactoferrine rapidement et donc qui réduit l'infection intramammaire pendant la période de tarissement. Et autre, fait intéressant, les écosystèmes bactériens. On utilise encore une fois des techniques, de séquençage que j'ai évoquées, avant. On a, heu, beaucoup appris sur les bactéries qui sont présentes, dans les glandes mammaires et typiquement, c'est ce qu'on obtient. Le message que je veux vous donner, c'est qu'il
il y a une grande diversité de bactéries, d'espèces de bactéries. Chaque couleur est une espèce différente de bactéries. Vous les avez listées ici à gauche. Elles ont beaucoup de noms qui ne sont pas d'ailleurs associés avec les mammifères. Et plus la vache est saine, plus il y a de variabilité de ces espèces bactériennes. Et ici, on a 26 parties avec un comptage cellulaire somatique, enfin, à 20, et aussi une, culture négative aérobique. Et donc, on voit une grande diversité. En contraste, lorsque l'on a une infection bactérienne qui est identifiée euh, comme ensuite mammites. Alors, on voit qu'il y a une prédominance d'une bactérie. Ici, c'est le Streptocoque uberis. On peut dire donc que l'infection intramammaire, c'est plus une dysbactérie, en fait un manque de diversité de bactéries, et on le sait par culture. Donc, toute cette diversité bactérienne qu'on avait avant a disparu. On a surtout là une souche dominante quand il y a une infection. Encore quelques exemples pour nous dire la même chose. Ici, c'est une étude où nous avons inoculé l'E. coli avec des groupes de contrôle, deux groupes avec l'E. coli. Il y en avait qui ont eu des antibiotiques 5 jours plus tard. Et ce que l'on voit, si on mesure les différents membres, avant l'inoculation, on avait la même image, donc beaucoup de diversité bactérienne. Ensuite, on a inoculé, donc ça prend à peu près 12 heures, on le sait d'un point de vue scientifique. Et ensuite, on voit qu'on a une dominance énorme de la bactérie E. coli. Et quelques jours plus tard, on a commencé à traiter, on a eu 5 jours de traitement d'antibiotiques. Et vous voyez qu'il y avait cette partie du troupeau qui n'a pas été traitée. Mais si vous voyez que le traitement a un impact, il y en a plus donc sur la troisième ligne que sur la quatrième ligne de l'E. coli, mais cela réduit donc le nombre de bactéries d'E. coli, mais c'est par étapes. On voit aussi que dans ce cas en particulier, les antibiotiques dans le troupeau qui n'avait pas été inoculé avec l'E. coli, cela a peu d'impact sur la diversité des espèces bactériennes. Et là aussi, une fois que le E. coli est disparu, on voit que étape par étape, on revient à cette diversité bactérienne. Et on le voit encore plus ici. Ici, nous avons encore des comptages cellulaires somatiques peu élevés, ici élevés. Ici, nous mesurons au fil du temps. Donc, s'il n'y a pas de traitement, on voit qu'il y a toujours une bactérie qui domine. Ici, dans cette partie du troupeau, il est guéri et on voit qu'il y a à nouveau une réoccurrence de la diversité bactérienne. Même chose ici avec les cas cliniques de mastite. Donc ici, pareil, il y a très peu de santé, de variété bactérienne. Et un mois plus tard, on voit encore cette diversité. Encore une fois, à 3 mois plus tard, on voit que la diversité revient. Encore mamite avec une autre bactérie. Et ici, on voit que il n'y a pas eu de guérison, que la bactérie dominante est toujours là. Ce que l'on a appris de cette microbiologie, de ce microbiome, c'est que quand il y a une grande diversité, c'est l'état sain. Donc, les glandes mammaires ont tendance à être infectées lorsqu'elles n'ont pas assez de diversité bactérienne. Ici,
On peut voir un petit peu avec une inoculation, de bactéries, on voit que les les bactéries inoculées sont en concurrence avec la diversité, actuelle et la bactérie inoculée gagne au final. Comment on peut améliorer la réponse immunitaire? Quelques exemples. Bien sûr, on peut travailler sur la qualité du pis, on peut travailler aussi sur la lactoferrine, on pouvait le faire jusqu'à présent en tout cas. Autre effet important, c'est l'équilibre énergétique, négatif et là, on peut, avoir une gestion sur ce fait et on peut aussi avoir une modulation immunitaire avec les minéraux et la vaccination est aussi importante. Concentrons-nous sur l'équilibre énergétique négatif. On sait que toutes les vaches d'un ou un autre ont un équilibre énergétique négatif. Avant le vélage, ici, on voit que c'est le cas déjà. Les vaches, dans ce cas-là, utilisent plus d'énergie que ce qu'elles n'absorbent dans l'alimentation et donc jusqu'à presque 10 semaines, pardon, 70 jours, l'équilibre est négatif et il revient après par la suite. Pendant cette période, la vache est susceptible aux cétoses. On sait que les cétoses, notamment ces corps, cétosiques, c'est un facteur de risque pour la mamite car il réduit la réponse immunitaire des vaches. Ici, voici une ferme à New York, où je travaillais et moi, j'ai fait un tableau 2 par 2 des, cétoses et des mammites et on voit, les vaches qui avaient au moins un cas de cétose et donc il y en avait 242 qui avaient aussi des mammites, de sur 499, c'est près de la moitié et ensuite il y avait, 1/3 des vaches qui n'avaient pas de cétose qui avaient des mammites. Donc on a presque un double, en entre 39 et 49, d'augmentation de mammites avec les vaches avec beaucoup de cétose. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement sur les fermes avec un tableau donc comme ça 2 par 2, on peut le voir clairement. On peut aussi l'apprendre d'autres études. Voici une étude assez récente sur l'impact de, heu, vaches, qui ont été, inoculées avec du BHB et ils ont, ensuite, on leur a, inoculé du, Streptococcus aureus et on voit qu'il y a une réponse, plus importante, par rapport au BHB que par rapport au Streptococcus uberis. Donc, bêta-hydroxybutyrate pour le BHB. Et on voyait donc une augmentation des, cellules, somatiques, mais pas tant que ça, alors que pour l'hydroxybutyrate, la réponse est très élevée. Donc le BHB, le bêta-hydroxybutyrate, par lui-même, heu, donne lieu à une réponse immunitaire, pire, par rapport à une infection. Autre outil que l'on a, c'est, le BGCSF, donc facteur de stimulation de communauté qui améliore aussi la réponse immunitaire. Je crois que, étant donné le temps qui nous reste, je vais passer ça et juste vous dire un petit peu des choses sur la vaccination qui font partie des systèmes d'adaptation. En vaccinant les vaches, on amène plus d'anticorps et dans la plupart des cas, ce que cela veut dire en termes de bactéries et coli, c'est qu'on a des systèmes plus sévères. Alors, on a eu un groupe de contrôle de vaches avec, une diminution importante de la production laitière, alors qu'avec la vaccination,
il y a eu moins de pertes de production laitière par rapport aux vaches non vaccinées. Donc cela réduit la gravité avec le streptocoque, doré. On a parlé avant dans les systèmes moléculaires, c'est la transmission qui est clé et pour cette bactérie et là, nous avons fait une étude sur l'impact de la vaccination, sur la transmission. Les animaux vaccinés, on voit une réduction de 44 des infections. Donc si une vache est infectée, elle a 44 de moins de chances de transmettre l'infection à un autre animal. Et sur ce, je crois que je vais arriver à la fin de ma présentation. La clé vraiment de la santé sur une exploitation, ce sont ces 3 composantes. Quel est le risque de l'infection intramammaire? Ensuite, quelle est la durée de cette infection? Et ensuite, quelle est la transmission? Et avec les nouveaux outils que nous avons en termes de diagnostic, de, traitement et de réponse immunitaire, alors on a beaucoup plus de possibilités de garder une exploitation saine. Merci de votre attention et je redonne la parole à notre modérateur Stéphane. Merci Inte, merci beaucoup pour, cette, présentation fort intéressante. Nous avons encore 10 minutes, nous avons le temps de répondre aux questions. Nous avons déjà des questions dans la section questions-réponses. Première question de Eric. Est-ce que vous avez de nouveaux résultats sur le rôle des bactéries enveloppées de biofilms dans le diagnostic, des mammites et le traitement des mammites? Alors, les biofilms. Alors, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je sais qu'il y a des recherches sur la capacité à produire des biofilms. Alors, autant que je sache, c'est surtout, du travail in vitro. Donc on regarde en in vitro s'il y a du biofilm qui peut se produire ou pas et j'en ai pas vu beaucoup in vivo, sur le terrain. Donc il y a du travail en cours, certaines souches peuvent faire de biofilm bactérien, mais c'est un peu trop tôt pour avoir des conclusions sur, l'impact de ces, capacités théoriques in vitro de production de biofilm. Que pensez-vous de l'impact, sur des possibles diagnostics et traitements de ces biofilms? Alors, si ce que l'on observe in vitro est bon, alors bien sûr, ça crée une, couche qui serait plus résistante, au nettoyage, à la désinfection et peut-être possiblement au traitement. Ces souches seraient donc, plus probablement persistante. Donc, dans mes 3 composantes, la durée, sera encore plus importante si cela survient dans les glandes mammaires. Merci. Deuxième question de Enrico. Selon vos études, quel est le pourcentage de souches, contagieuses ou environnementales pour l'aureus, le coli et l'uberis? Alors, très bonne question. Alors, il y a un facteur important qui est ce qui se passe dans les fermes. C'est ce que j'aime dans ces systèmes de diagnostic. Très souvent, ce que l'on voit sur une exploitation est reflété par rapport à ce que montrent les systèmes diagnostiques. Donc, dans certaines exploitations, on voit beaucoup d'E. coli, on voit beaucoup de vaches sales. Alors, on se dit très bien, ce n'est pas bizarre d'avoir vraiment différentes souches. C'est plus environnemental. Même chose avec la qualité du système de traite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, on est très surpris de voir ce qui se produit, notamment avec l'E. coli. Moi, je trouve plus d'E. coli, contagieux sur de longues durées, des autotransmissions que ce à quoi je m'attendrais par rapport à mes compréhensions classiques. Avec, l'Uberis,
Et si vous allez vers des fermes, pardon, qui ont ce problème, vous avez peut-être un tiers de contagieux et deux tiers de comportement environnemental. Donc, deux tiers avec beaucoup de souches différentes et un tiers avec une seule souche qui donne l'épidémie du Béris. Pour les Klebsiella, c'est 50-50, c'est un problème spécifique. Parfois, c'est dû au matériel. Mais dans beaucoup de cas, vous avez des infections à long terme et la transmission est tout à fait possible. Pour l'aureus, c'est surtout à dominante contagieuse, donc une ou quelques souches, mais il existe aussi des fermes qui ont des aureus environnementaux et chaque vache a une souche différente dans ce cas. Donc, cela aide sur la compréhension personnelle et l'histoire que vous dites aux exploitants pour essayer de les éduquer sur le pourquoi c'est important de faire des choses sur les souches contagieuses ou environnementales. Eh bien, cela aide vraiment d'avoir l'image qui est connectée avec la ferme. Si on sait mieux l'histoire, si on comprend mieux plutôt ce qui se passe vraiment, on a une meilleure histoire à transmettre au fermier, à l'exploitant. Deuxième question d'Enrico qui est liée à la première. Est-ce que une souche identifiée comme contagieuse dans une exploitation se comporte aussi comme contagieuse dans d'autres exploitations ou est-ce qu'elle peut devenir environnementale dans d'autres situations? Moi, je suis convaincue qu'il y a une composante de souche en termes de transmission. Il y a des souches qui sont plus dans la transmission. Mais ce que j'ai indiqué aussi, c'est que si vous avez une souche qui est probablement contagieuse, mais vous êtes très agressif en termes d'identification pour essayer de séparer cette souche, alors elle ne peut plus transmettre. Donc dans ce cas, elle se comporte comme l'environnement. Elle infecte seulement une ou deux vaches, alors que dans d'autres exploitations où on n'est pas assez strict sur le suivi des infections, cette souche a la possibilité de transmettre beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a une composante vraiment spécifique à la souche. La Lactae est intéressante en ce sens. Donc des souches humaines ne se transmettent pas vers les vaches, pas trop, et l'inverse. Mais il y a aussi donc une composante de ce que l'on fait sur l'exploitation. Autre question de Wojciech en Pologne. Selon vous, quel est le plus grand impact sur la résurgence du Streptocoque agalactiae? Est-ce que ça peut être lié à la réduction des thérapies antibiotiques de tarissement total que l'on voit dans certains pays? Alors, quelle est la raison? Bonne question. Moi, je travaillais sur beaucoup d'exploitations avec d'énormes épidémies d'agalactiae. C'était facile à trouver. On avait des vaches avec des mammites cliniques et on avait des comptages cellulaires somatiques très élevés. Si on traitait les vaches très bien, la Galactiae disparaissait. On pensait que le problème était disparu aussi. Mais si on est plus précis dans notre observation, si on fait des cultures de cas cliniques, entre autres, on voit à nouveau en plus petite quantité la présence d'Agalactia. On les a vus, par exemple, dans les données danoises, et c'est similaire à ce qu'on a vu aussi aux Pays-Bas. À peu près la moitié d'entre elles, de ces souches, sont plutôt des souches de type humaine, de transmission d'homme à animal, et les autres sont plus de souches de vaches, de transmission vache à vache. Et donc, je n'ai pas des données solides pour dire que c'est un manque de thérapie de vaches, taries, non. Heu, je ne peux pas dire ça. J'aurais vu plus d'épidémies. Ça peut avoir un effet, mais je pense que c'est peut-être négliger cela, oui, ces 10 dernières années. Maintenant, avec des meilleurs diagnostics, on les voit aussi mieux.
Question sur les tests diagnostiques. Nous avons parlé de tests diagnostiques très avancés. Est-ce que vous pouvez parler, du développement, de tests, Causaid Cowside, donc du côté des vaches? Alors la couleur change, oui, ça peut être, utile pour choisir des thérapies et oui, c'est vrai qu'il y a des cultures sur le terrain, ça, je l'ai vu beaucoup pour des fermes laitières, mais cela exige, une personne très, au courant pour le faire. Il y a des fermes qui arrivent très bien et donc ils arrivent à obtenir des données assez précises, de souches, de bactéries et peuvent adapter leur procédure de traitement et s'ils voient une épidémie, par exemple, de Klebsiella, alors elles peuvent aller en détail. Donc pour certaines exploitations, il y a une bonne utilisation des tests sur, les vaches, mais dans beaucoup d'exploitations, ce n'est pas très précis. En tant que vétérinaire, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez améliorer la situation énormément en, vérifiant continuellement la qualité. Une question d'Allemagne, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Est-ce que vous pouvez donner des adresses de laboratoires, laitiers en Allemagne qui offrent ces tests de séquences, génomiques dans les échantillons lait alors non, je n'ai pas d'idée, non. Alors le séquençage, c'est certainement trop cher pour les exploitations laitières, à moins, d'avoir, peut-être, quelque chose de spécifique. Mais en tout cas, le MALDI-TOF et le Fourier, ils sont plus accessibles, entre 10 et 50 € ces tests et ils peuvent vous donner beaucoup d'informations et la plupart des grands laboratoires ont ces appareils. Autre, question, ce sera la dernière car nous manquons de temps. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore possible d'avoir un séquençage génomique qui soit sans pathogène sur du lait, de mammoth? En fait, c'est exactement ce que l'on fait. Si on regarde le microbiome, on séquence le lait et on sépare l'hôte, l'ADN de l'hôte et on regarde les ADN des bactéries et on regarde toutes les bactéries qui sont présentes dans le lait, donc c'est tout à fait possible. Le microbiome et le bilan que je vous ai montré de microbiome avec la diversité des espèces, exactement ce que l'on fait, c'est du séquençage, des bactéries. Alors peut-être que cette personne parlait comme Pathoproof, qui est un nom de test, qui regarde certaines bactéries, pas toutes les espèces, mais comme vous l'avez dit, les, tests, les plus avancés peuvent, détecter ces bactéries. Oui, oui, ceux qui font de Pathoproof, ils font aussi d'autres, tests, respiratoires et cetera. Je pense que oui, cette technique en tout cas fonctionne, pour le lait. Merci. L'université de Gießen, du Malditoff, des analyses de Malditoff, donc ça, c'est une réponse pour la question précédente et peut-être que l'on peut maintenant, parler de la, Mamite serratia. Est-ce que vous pouvez répéter la, Mamite, serratia marcescens? Ah, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Alors peut-être que vous pouvez lire, est-ce que vous avez accès à la question-réponse? Donc la bactérie, alors moi je pense que je suis dans un groupe différent. Alors, en tout cas, nous manquons de temps, donc désolé pour les deux, trois autres questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre à l'heure actuelle, mais merci beaucoup à nouveau Inte pour, cette belle présentation et ce débat après. Merci à tous les participants, participantes
Nous étions près de 300 à un moment ce soir. Et s'il vous plaît, restez bien connectés pour les prochaines sessions de webinaire. Nous continuerons notre série de webinaires. Bonne soirée ou belle journée. Merci à nouveau et au revoir.